Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité. Aujourd'hui, je veux parler du livre de Andrew Allam qui s'appelle Millionaire Teacher, l'enseignant millionnaire. Son livre traite de 9 règles de richesse que vous auriez dû apprendre à l'école. Je vous explique pourquoi ce livre-là est particulier dans mon cas. C'est un livre que j'ai lu je crois en 2012-2013. C'est un livre qui a eu un gros impact parce qu'à partir du moment que j'ai lu ce livre-là, j'ai commencé à faire mon investissement de façon autonome. C'est le livre qui m'a donné la confiance d'ouvrir mon compte de courtage en ligne. Donc c'est un livre qui traite principalement de l'investissement, mais en gros, la formule que Andrew Allam propose, c'est beaucoup calqué sur tout ce que je vous parle dans mes émissions de podcast parce que cette façon de faire-là m'a beaucoup influencé sur mon parcours. Andrew Allam, c'est qui? C'est un enseignant canadien, mais il a travaillé aussi à l'international, dans une école internationale à Singapour. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a réussi à accumuler une richesse significative malgré un salaire d'enseignant. Donc moi, j'ai beaucoup d'estime, d'admiration pour les enseignants. C'est un travail qui n'est pas facile, puis c'est un travail qui est important, que ce soit au primaire, au secondaire. Nos enfants, on veut qu'ils aient la meilleure éducation, puis nos enfants finissent par passer toute leur journée, ils passent plus de temps avec leurs enseignants qu'avec leurs parents. Puis c'est des personnes qui ont une influence immense sur les enfants. C'est un travail qui est une vocation, mais c'est pas parce qu'on est enseignant qu'on n'a pas de façon d'accumuler une richesse puis d'arriver à l'indépendance financière. Donc, parce que justement, cet enseignant-là a décrit son parcours, puis là, il nous arrive avec 9 règles de richesse que vous auriez dû apprendre à l'école. J'ai lu ce livre-là, puis j'ai un petit peu voulu l'appliquer, et puis là, ça, c'était en 2012-2013, on est en 2024, et puis à ce moment-là, en 2012-2013, bien évidemment, j'avais pas à ce moment-là beaucoup accumulé, mais grâce à ces principes-là que j'ai appliqués au cours des 10-12 prochaines années qui ont suivi, ben j'ai réussi, moi aussi, à atteindre un niveau vers l'indépendance financière. Donc, c'est pour ça que je pense que ce livre-là est important. Puis ce que je veux faire, c'est faire le tour des 9 fameuses règles de richesse qu'il décrit dans son livre. Je vais en parler, puis faire le lien avec mon expérience. Je peux continuer en disant qu'Andrew Allam est un exemple inspirant de la manière dont une personne peut transformer sa vie financière en adoptant une approche disciplinée et éclairée de l'épargne et de l'investissement. Son histoire et ses enseignements ont inspiré de nombreuses personnes, dont moi, à revoir leur relation avec l'argent et à prendre des mesures pour améliorer leur situation financière. On commence avec la première des 9 règles. La première des 9 règles, c'est s'auto-éduquer financièrement, apprendre les bases de la finance personnelle est essentiel pour prendre des bonnes décisions d'investissement et de dépenses. Évidemment, oui, parce que le système d'éducation ne va pas nous expliquer en détail comment fonctionnent les finances personnelles. C'est déplorable qu'il y ait un manque d'éducation financière qui fait en sorte qu'on commence à travailler puis qu'on va se mettre à dépenser sans trop faire de budget puis sans trop savoir puis sans trop penser à l'impact des décisions importantes qu'on prend par rapport à nos dépenses. Donc, s'auto-éduquer financièrement, donc on n'a pas le choix, étant donné que ça ne nous est pas imposé de s'éduquer financièrement, il faut s'auto-éduquer. Donc ça, c'est une des premières règles, dans le fond, apprendre les bases des finances personnelles, c'est essentiel pour prendre des bonnes décisions d'investissement et de dépenses. Ensuite, deuxième règle, c'est, je dirais, moi, une des premières règles que je dis souvent dans mes émissions, dépensez moins que ce que vous gagnez. Donc, pratiquer l'épargne et la modération dans vos dépenses aidera à accumuler de la richesse au fil du temps. Donc, c'est de le faire, mais pas juste de le faire une année ou pendant un moment, c'est d'en faire une habitude, de s'assurer qu'il y a tout le temps une partie de notre revenu qui est gardée pour l'épargne, puis que cette portion-là de notre revenu,
idéalement grossit avec le temps. Parce que oui, quand on commence dans la vie, on commence avec un salaire qui est au bas de l'échelle, on commence peut-être avec des bonnes dépenses fixes comme notre logement, la nourriture, faut se partir dans la vie d'une certaine façon. Donc au début, on a peu de revenus, beaucoup de dépenses. Donc si on est capable quand même en partant, arriver à se dégager, que ce soit une petite épargne qui grossira au fur et à mesure que nos revenus, eux, vont normalement augmenter avec le temps. Donc il faut commencer quelque part. Donc, peu importe la grosseur de notre épargne au début, que ce soit aussi minime que possible, mais en autant qu'on a mis de base cette habitude-là dans nos habitudes financières, ben, on devrait bien se débrouiller ensuite. Puis à chaque fois qu'on a des augmentations de nos revenus, aussi, évidemment, en garder une partie pour nous, dépenser, en profiter, mais de chaque augmentation, si on est capable d'augmenter notre taux d'épargne, c'est encore mieux, on va se diriger plus rapidement vers l'indépendance financière. Donc ça, c'était la règle numéro 2, dépenser moins que ce que vous gagnez. Troisième règle, lui, ce qu'il dit, c'est investir régulièrement, établir une habitude d'investissement régulier, même de petite quantité, peut conduire à une croissance significative de votre patrimoine. Ça, c'est l'intérêt composé. C'est sûr que on peut commencer à investir dès le moment qu'on travaille petit à petit, puis de le faire d'une façon régulière. Et puis, une fois qu'on a cette habitude-là en place, peut-être de façon même automatisée, directement prélevée de notre revenu, on n'y pense plus. Puis ça, ben, sur une longue période de temps, évidemment, ça va faire des fruits, ça va fonctionner, on va accumuler un patrimoine de cette façon-là. Je dirais qu'une autre méthode alternative, c'est de commencer par accumuler sa mise de fonds pour acheter sa maison. Bon, là, lui, Andrew Hallam a voyagé pas mal. C'était un Canadien, il est allé à Singapour enseigner. Peut-être que dans son cas, l'étape d'aller acheter une maison, c'était pas possible pour lui ou un autre style de vie. Tout ça est valide, hein? Les finances personnelles, c'est personnel, personne est pareil, mais la façon que j'ai utilisée, c'est que j'ai pas eu besoin, j'ai essayé d'investir, mais ça n'a pas eu un gros impact au début de ma carrière. Ce qui a eu un gros impact, c'est d'avoir épargné la mise de fonds pour acheter mon condo, puis ensuite mon condo a pris de la valeur, j'ai remboursé mon hypothèque, puis une fois que j'ai acheté mon condo, oui, il y a une partie de mon épargne, mais là, c'était de plus en plus facile d'épargner parce que les revenus grossissaient, puis mon hypothèque diminuait, puis donc, j'ai réussi comme ça à investir peut-être un peu plus tard. Je dirais que l'investissement, c'est important, mais aussi d'investir dans l'immobilier, surtout sa résidence principale, du fait qu'on a l'exonération pour gain en capital quand c'est notre résidence, quand c'est notre logement, où est-ce qu'on habite, on a du gain en capital qui n'est pas imposé. On peut aussi profiter de ces avantages fiscaux-là. Je pense que l'idée d'acheter sa maison en partant, on peut mettre de côté l'investissement, malgré qu'on peut le faire en même temps aussi. Si on a assez pour économiser sa mise de fonds puis en plus investir, tant mieux, on le fait. Ça fait que ça, c'était la troisième règle. La quatrième règle, éviter les dettes inutiles. Moi, je la mets souvent en premier, celle-là. Première étape, c'est on évite toutes les dettes. On se met comme limite de ne pas s'endetter pour nos dépenses. Donc, pour nos voyages, notre voiture, tout sauf notre maison, finalement, ça serait beaucoup trop long, accumuler tous les fonds pour être capable d'acheter notre maison. Donc là, on va aller quand même chercher de la dette pour notre hypothèque, pour notre maison. Mais tout le reste, là, on est capable d'épargner puis de l'acheter. Ça nous met un contrôle de nos dépenses. Donc, si on n'a pas les fonds, si on n'a pas l'argent, ben, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter cette chose-là. Point. Ça nous met des bonnes bases financièrement. On ne paye pas d'intérêt à une banque. On garde tout pour nous. C'est aussi simple que ça. Donc, son point numéro 4, éviter les dettes inutiles, minimiser les dettes, surtout celles avec des taux d'intérêt élevés, peut vous aider à garder le contrôle sur vos finances. Moi, je vais encore plus loin en disant qu'on ne veut aucune dette, sauf la dette pour acheter sa maison qui, elle, va augmenter en valeur, ou est-ce que là, ça fait du sens, mais les autres dettes, souvent, sont moins profitables pour nos finances personnelles. Ensuite, ça, c'était la quatrième règle. La cinquième règle, c'est éviter de spéculer.
Donc, adopter une approche d'investissement prudente à long terme plutôt que de chercher des gains rapides par le biais de paris spéculatifs. Donc, absolument, absolument. Règle numéro 1 en investissement, ne pas perdre d'argent. Quand on va prendre beaucoup de risques, ben, on risque de perdre notre mise, on risque de perdre notre épargne qu'on a durement gagnée. Donc, il faut éviter de spéculer. Puis là, évidemment, le livre d'Andrew Hallam, on parle beaucoup d'investissement. Donc, ça, c'est une de ses premières règles d'investissement. On ne va pas spéculer. 6e règle qu'on aurait dû apprendre à l'école, diversifier vos investissements. Répartir vos investissements dans différents actifs peut réduire le risque global de votre portefeuille. On n'investira pas tous nos œufs dans le même panier. On va vouloir des actions, des obligations, de l'immobilier. On va vouloir différents types d'actifs. On est mieux protégé. Donc ça, c'est une des règles en investissement pour bien performer, c'est d'être diversifié. Bon, puis là, il y a plusieurs écoles de pensée. Parfois, Warren Buffett va dire la diversification, c'est la protection contre l'ignorance. Puis d'un autre côté, il dit, ouais, mais tout le monde devrait investir dans un fonds indiciel. Ou est-ce que c'est super diversifié? Diversification, en bout de ligne, si on ne veut pas s'intéresser tant que ça à l'investissement, c'est mieux, c'est plus sécuritaire d'avoir notre épargne diversifiée dans plusieurs types d'investissements parce que ces investissements-là ne vont pas fluctuer dans les mêmes temps. Ça nous assure d'avoir toujours un rendement intéressant qui ne va pas faire en sorte qu'on va perdre la moitié du jour au lendemain de ce qu'on possède. Donc, numéro 6, diversifier vos investissements. Après ça, bien évidemment, investir en soi puis dans ce qu'on connaît. Peut-être que c'est un investissement qui est actif aussi parce qu'on est impliqué nous-mêmes. Souvent dans les entreprises, c'est là qu'on va avoir, ou dans l'immobilier, c'est là qu'on va avoir des bons rendements comme ça. Donc, diversifier vos investissements. Numéro 7 de 9, évitez de timer le marché. Essayer de prédire les mouvements du marché est souvent imprévisible et peut entraîner des pertes financières. C'est un principe que j'ai appliqué à mes investissements depuis toujours. Toujours voulu ne pas timer le marché. Quand je prends un investissement, c'est pour le long terme. Que je l'achète maintenant ou que je l'achète demain ou la semaine prochaine, ça ne change pas grand-chose. J'essaie pas d'entrer et sortir d'une position d'investissement pour essayer de faire un profit de cette façon-là. C'est beaucoup trop de travail. J'ai pas besoin de penser à ça. Moi, si je vois une opportunité d'investissement intéressant pour le long terme, je vais y aller. Mais après ça, je peux passer à d'autres choses puis je sais que mon investissement est bon. Oui, je peux y revenir de temps en temps, vérifier que mon idée de cet investissement-là est toujours valide. Il y a certains investissements où est-ce qu'on a une meilleure idée de l'avenir, puis c'est une question de risque. Donc, éviter de timer le marché. Pour moi, c'est aussi simple. Même chose pour les hypothèques. Est-ce que je devrais prendre fixe versus variable? Je pense que les taux vont descendre, donc là, peut-être je devrais prendre variable. On essaye de timer le marché quand on parle de cette façon-là. Personnellement, je ne prends pas mes décisions de cette façon-là. Si je veux une stabilité de paiement, si je veux payer la prime d'assurance qui est un taux fixe, pour vraiment m'assurer d'avoir le même paiement pour une longue période, je vais y aller avec un taux fixe. Si je veux payer le coût du marché puis que je peux me permettre le risque, ben je vais y aller avec un taux variable. Puis normalement, le taux variable, ça devrait coûter moins cher qu'un taux fixe. Parfois, ça va coûter plus cher parce qu'il va y avoir des surprises dans le marché, mais c'est correct. J'ai assumé le risque et puis je peux le payer. Donc, c'est ça l'idée pour moi, éviter de timer le marché. On y va selon nos besoins et non pas selon ce qu'on pense que le marché va faire, parce que ça, en réalité, le marché s'auto-calcule. Hein, c'est basé sur le prix des investissements, est basé sur tous les analystes qui vont comme essayer justement, eux, de prédire. Puis c'est pas notre travail de faire ça aux petits investisseurs. Donc, on évite de timer le marché pour pas se retrouver à être ce qu'on appelle le dumb money. Hein? On veut pas être l'argent stupide. Donc, les petits investisseurs qui essaient de se penser meilleurs que Wall Street. J'ai regardé le film qui parlait de Wall Street Bet, la compagnie qui s'appelle GameStop, puis tout le mouvement qu'il y a eu sur les petits investisseurs qui ont fait monter le prix de l'action
pour justement faire... bon, c'était super intéressant comme film, là, mais pour moi, ça, c'est pas de l'investissement. Ça, c'est du jeu, puis c'est de l'activisme. Puis il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent, tant mieux, avec ça, des petits investisseurs. Il y a des petits investisseurs qui ont tenu leur position jusqu'à la fin, puis eux, ben, ils n'ont pas fait d'argent en réalité. Donc, ça, c'est du jeu pour moi. Donc, éviter de timer le marché, je pense que ça, c'est l'approche qui est sécuritaire. On n'a pas besoin de faire ça. On a déjà une occupation. C'est pas notre travail de faire ça. Donc, ça, c'était le point numéro 7. Le point numéro 8, gérer activement vos investissements. Bon, là, surveiller et ajuster vos investissements au fil du temps en fonction de vos objectifs financiers et de l'évolution des marchés. Oui, il faut ajuster le tir. Par contre, là, moi, je suis pas d'accord que c'est obligatoire. Moi, je l'ai fait dans ma situation. Je fais la gestion autonome de mes investissements parce que, justement, dans ce livre-là, il expliquait comment, puis je sentais que c'était bien pour moi, pour ma personnalité. Mais il n'y a rien qui empêche de faire son investissement avec une personne ressource, avec un conseiller financier. Maintenant, il y a des solutions qui coûtent de moins en moins cher. Évidemment, on ne veut pas payer comme un 2-3% de frais de gestion idéalement, puis c'est un peu injuste dans le sens que ceux qui vont payer le moins de frais de gestion, c'est ceux qui ont le plus d'argent dans le fond, parce que si tu as un portefeuille de 1 million, ben là tu vas avoir un plus faible pourcentage de frais de gestion parce que la personne justement qui s'occupe de ton portefeuille, ben pour le même travail, va recevoir un pourcentage, mais le pourcentage peut être plus petit que si elle doit s'occuper d'un portefeuille de 100 000 $ par exemple, d'un plus petit investisseur. Mais il y a des solutions, on peut faire ces investissements sans les gérer activement nous-mêmes, en ayant certains conseils de professionnels. C'est possible quand même de trouver un professionnel qui peut nous aider sans payer nécessairement 3% de frais de gestion sur notre rendement. Andrew Hallam, dans son livre, il va parler beaucoup des frais de gestion justement, parce que ça, dans le passé, surtout là, on était en 2011-2013, c'était pire qu'aujourd'hui. Ça s'est beaucoup amélioré depuis ce temps-là. Maintenant, les plateformes de courtage, il n'y a plus de frais de transaction, ou presque plus. Puis les frais de gestion, ils ont beaucoup diminué maintenant avec les FNB. On peut acheter des FNB qui ont des frais de gestion très bas. Puis on peut même aller voir un conseiller pour nous faire un portefeuille de FNB qui ne coûtera pas trop cher. Puis il y a des solutions semi-automatisées où est-ce qu'on fait le marché, puis on diminue au maximum les frais de gestion parce que souvent c'est là qu'on va perdre tout notre rendement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un graphique qui montre l'évolution d'un placement sur un portefeuille, par exemple, avec des frais de gestion de 2% versus des frais de gestion de 0,5%, et la différence de capital à la fin, au bout de, je sais pas moi, 25 ans, elle est énorme. Elle est énorme. Le petit taux entre 0,5% et 2% de frais de gestion, c'est énorme la différence si on le calcule sur une longue période, sur 20 ans. Donc, ça vaut la peine quand même de s'assurer. Mais là, maintenant aussi, il y a des règles. Les investissements au Canada ou même aux États-Unis, maintenant, on doit voir c'est quoi le frais de gestion. Avant, c'était caché. Avant, c'était encore pire. Donc, il fallait... on ne savait pas, en fait. On avait des investissements avec notre banque. On ne savait pas qu'on payait 2-3% de frais de gestion. Maintenant, ils sont obligés, les lois ont changé, ils sont obligés de le montrer sur notre relevé. Des fois, il faut fouiller, il faut aller voir, il faut connaître l'endroit sur notre relevé, mais ils sont obligés de nous dire, OK, voici les frais de gestion pour les produits de financement que vous avez achetés, les produits d'investissement, pardon, que vous avez achetés avec nous. Et donc, lui, sa règle numéro 8, c'était gérer activement vos investissements. Moi, je pense que c'est pas obligatoire maintenant. Si on n'a vraiment pas d'intérêt à connaître les marchés puis les investissements, on peut demander conseil là, puis s'assurer par contre qu'on ne paye pas trop de frais. La règle numéro 9, la dernière dans sa liste, investir dans l'éducation et le développement personnel. Je suis 100% d'accord avec ça, puis c'est une chose moi que j'ai fait constamment dans les 15 dernières années. Moi, je suis un avide lecteur, auditeur de livres sur le développement personnel, sur tout ce qui est la finance personnelle justement, mais aussi apprendre tout plein de choses connexes, de productivité, comment bien travailler, être productif, pour en bout de ligne, avoir de la valeur sur le marché du travail, avoir de la valeur et puis faire grossir finalement sa valeur nette, puis arriver à l'indépendance financière. Donc le développement personnel, c'est crucial, je pense, si on passe
passe notre temps à faire d'autres choses, à s'amuser, à s'occuper de façon oisive, c'est pas là qu'on va arriver à l'indépendance financière. Donc, la règle numéro 9, investir dans l'éducation et le développement personnel, c'est d'y mettre le temps. Investir dans votre propre éducation et développement professionnel peut augmenter vos perspectives de revenus à long terme. Andrew Hallam, des principes qui reviennent dans beaucoup de livres sur le développement personnel, sur la richesse, sur l'indépendance financière. Donc, si on trouve qu'on ne fait pas un gros salaire, ben regardez, avec cet enseignant-là, il a réussi avec ces techniques-là, en faisant ses investissements lui-même, puis en gardant ses frais de gestion bas, à accumuler une richesse intéressante. En suivant ces 9 règles, Hallam soutient que les individus peuvent augmenter leurs chances de construire et de maintenir leur richesse financière. Voilà, je m'arrête. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur l'enseignant millionnaire Andrew Hallam et son livre les 9 règles de la richesse que vous auriez dû apprendre à l'école. Et sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci.